Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Le monde est en train de changer à la vitesse grand V. Pas en bien, bien évidemment, bien au contraire, puisqu'au même moment où la consommation explose dans le monde entier, où un progrès très relatif touche de plus en plus de gens, d'autres êtres humains n'ont plus accès à l'essentiel qu'ils tiraient pourtant de la nature, de l'eau, du pain, un abri contre les humeurs saisonnières, le droit de s'organiser en communauté, de prétendre à un minimum de dignité. Pire encore, dans les sociétés les plus avancées, entre guillemets, celles qui avaient adopté des professions de foi d'une très haute portée humanitaire, comme ce fameux American Way of Life, et qui avaient utilisé des prodiges de communication et de propagande subliminale pour nous faire avaler leurs monstrueux bobards, ne se cachent désormais plus, ni ne perdent leur temps à fourvoyer les minables qu'ils croient que nous sommes. Ils ne s'embarrassent même plus de leurs principes frelatés, de leurs discours lénifiants, même s'ils continuent à recourir sans compter à une hypocrisie méprisante pour l'intelligence des gens, lorsque pour justifier l'enlèvement et la séquestration d'un président d'un pays souverain, ils nous déclarent qu'il n'avait été motivé que par le besoin de neutraliser et de juger un narcotrafiquant machin. Mais cette fois-ci, et c'est justement le plus intéressant dans ce grand virage, ils n'ont pas craint cette fois-ci, mais alors pas du tout, de tomber le masque et de nous dire haut et fort que c'était surtout pour s'accaparer des ressources pétrolières de ce même pays, que ce pétrole était le leur, et qu'ils n'allaient pas se gêner pour mettre leurs grosses paluches dessus. C'est une démarche, somme toute, infiniment plus franche que les habituelles circonvolutions formelles dont ils usaient pour nous rouler dans la farine. Là, c'est le retour à la jungle, avec rugissement, hurlements, bombardements et assassinats de masse de populations entières, y compris femmes et enfants, pour nous annoncer la couleur du grand virage. Désormais, les Nations Unies, ce n'est même plus pour la frime, juste un machin pour faire passer les potentats du monde sous leur fourche codine, par exemple de leur faire adopter le plan Trump pour Gaza, et l'obligation en plus de féliciter et de remercier le même Trump en plénière. Fini de jouer. Chami, Chami ou le Baghdadi, Baghdadi. Plus près de nous, dans ce malheureux pays qu'est l'Algérie, les mêmes despotes qui se répandent sous les pieds du même Trump, qui chassent leur ambassadeur du Liban, Kamel Bouchama, parce qu'il a juste osé une critique contre le même Trump, qui déroulait le tapis rouge à l'ambassadrice américaine en Algérie pour aller où elle voulait, rencontrer qui elle voulait, alors que les autres ambassadeurs sont littéralement fliqués, leurs déplacements très limités pour des supposées contraintes sécuritaires. Ces mêmes grands leaders qui se disent les dignes héritiers de la Révolution de novembre, dont ils ont eux-mêmes assassiné certains parmi les leaders de novembre, ces mêmes héritiers de novembre, Zama, qui ont plongé leur malheureux pays dans une situation infernale, n'ont pas bougé une oreille après ce scandale historique du kidnapping de Maduro, que leur agence officielle, l'APS,
a qualifié d'arrestation, de simple arrestation. Par contre, à l'encontre de leur propre population, qui n'en peut plus de geindre dans le silence des cimetières et qui n'a plus d'autre choix que celui de la débrouille et du fascisme, ils sont inflexibles. Quiconque cause la moindre protestation, une simple grève, est tout aussitôt menacé des pires exactions judiciaires, qualifié d'agent de l'ennemi étranger, qui cherche à détruire l'Algérie. Toute la presse, qui n'a pas traité de la plus petite manière de ces mouvements sociaux massifs pourtant, et du climat social exécrable qui règne en ce moment même dans tout le pays, sont désormais désignés du doigt, accusés d'être manipulés par les mêmes ennemis du pays, de l'exposer à la pénurie, à l'inflation, à l'anarchie, au terrorisme. Des leaders de ces mouvements sociaux ont été individuellement approchés, avec l'habituelle méthode de la carotte et du bâton. Tu te retournes contre ceux qui te font confiance et qui te suivent dans le mouvement, tu les ramènes à la bergerie et on est là pour toi si tu as besoin de quoi que ce soit. Faute de quoi, tu vas voir comment tu vas finir. Pareil pour le pseudo-dialogue avec les pseudo-partis politiques qui pourtant ne bougent pas une oreille, pour la plupart parmi eux du moins. Après le fameux appel au dialogue lancé par le président Tebboune avec ces mêmes partis politiques, il nous dit lui-même qu'il les rencontrera quand les lois et règlements organiques qui vont régir ces partis seront définitivement votés par le Parlement du régime. Dialogue d'accord, mais après que le train soit parti. Et roule, remoule. Algérie entre miaulement avec Trump et rugissement contre les grévistes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau le docteur Hassan Hairiche, économiste, militant politique, écrivain. Hassan Hairiche, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Je leur souhaite une bonne et heureuse année malgré justement tous les déboires qu'ils vivent. Et je remercie votre équipe. Merci beaucoup, Hassan. Et puis votre invité ou vos invités que je vais découvrir. Lies Jbeili. Magnifique. Lies Jbeili, notre ami Lies Jbeili, économiste comme vous, militant politique, hirakiste comme vous. Que nous recevons. Lies Jbeili, merci d'être des nôtres. Merci Jamel Din pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne année, que le meilleur pour l'année 2026, à vous et à mon ami Hassan Hairiche, à votre équipe et à tous nos auditeurs qui nous suivent de près ou de loin. Merci encore pour l'invitation et encore une très bonne année 2026, paix, santé, prospérité et perspectives positives. Merci. Lies Jbeili est le neveu, moi j'en parle en connaissance de cause, parce que moi je suis des Aurès. Il est le neveu, Lies Jbeili, du plus grand proviseur, avant on disait le principal. Oui. Le plus grand proviseur de l'histoire des Aurès. Ah oui. C'est Monsieur Jbeili Qassa. C'était un homme, mais alors incroyable. Je ne vous dis pas quelle élégance. Je comprends la culture de Lies, alors il a dit qui tenir. Ah, on peut le dire. Ah oui. Lies Jbeili, dont le frère était recteur de l'université, je ne me rappelle plus où, celui qui a été assassiné. Ah. Est passé au passif du terrorisme, à l'actif du terrorisme. C'est un grand recteur de l'université aussi. C'est une famille admirable que je salue au passage. Lies Jbeili, je vais commencer par vous. Si vous permettez. Oui. Lies,
Alors, les grèves en ce moment, mouvement social très très important. Tout le transport public, enfin les transports généralement privés, et même publics, puisque ça a touché y compris le chemin de fer. Donc plusieurs syndicalistes ont été jetés en prison sans autre forme de procès, mais aussi beaucoup de taxis, beaucoup de camions, C'est le plus grand mouvement social de contestation depuis des années et qui, malgré tout ce qui a été entrepris pour le freiner ou du moins le disperser, tient bon. Je rappelle que la presse ne l'a pas couvert du tout, que tous les relais sociaux se sont ébranlés pour essayer de le neutraliser, mais que les gens tiennent bon. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que vous pensez de ce mouvement social, ce qu'ont été les causes principales qui l'ont initié, et comment il est en train de se dérouler. Après, on ira vers d'autres questions. Merci, Lies. Tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien, ma solidarité la plus indéfectible à Lies Touati, qui est syndicaliste de Bjaya, qui croule en prison pour une publication qui n'apporte, je veux dire, pour une publication qui ne touche pas à l'intérêt suprême de la nation, ou qui ne touche pas à l'intégrité, ou qui ne touche pas à je ne sais quoi. Lies Touati, il est en prison. C'est un syndicaliste de renom, avec une notoriété à Béjaïa. Il se trouve en prison depuis pas mal de temps. Même Louisa Hannoun, elle lui a apporté son soutien. On est dans l'incompréhension totale. Comment ça se fait que M. Lies Touati se trouve en prison pour une publication? C'est une publication qu'il a concoctée lui-même, mais c'est quelqu'un qui est fédérateur, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui, pour la justice sociale, comment mettre ce monsieur en prison. C'est la raison pour laquelle, donc, tout mon soutien, le plus total à ce monsieur, à Lies Touati, à sa famille, patience, et je lui souhaite la libération rapidement. Par rapport au mouvement social, vous savez très bien que le malaise des autorités algériennes, c'est la rentrée sociale. C'est toujours septembre, la rentrée scolaire, comment pallier les prix, comment contrôler les prix, comment offrir le produit aux citoyens algériens. Mais ça tient plus finalement, ça tient plus. J'ai entendu parler que finalement, c'était pas grand-chose, une augmentation sur le carburant et le gasoil. Mais c'est pas proportionnel par rapport au salaire. Vous savez, les taxieurs, ils font très attention au budget. C'est parce que le carburant, il est très important dans l'économie, dans le fonctionnement de l'économie, pour satisfaire les besoins d'une économie qui est quand même statique. Quand vous augmentez sans communication, sans publication, sans mettre au courant les citoyens, là, vous portez un coup fatal, non seulement à la pseudo-économie que vous avez, mais aussi à l'ensemble des citoyens. Moi, je pense à celles et ceux qui habitent dans le rural, à celles et ceux qui prennent un taxi, à celles et ceux qui... Yes, eux, ils sont en train de dire les prix. D'abord, nous n'avons pas augmenté, nous avons diminué la subvention sur le carburant, ce qui n'est pas la même chose selon eux. Hein. Et ensuite, ils disent, les gens oublient de rappeler que nos prix à la pompe sont parmi les plus bas du monde. Mais au fait, que l'équation, elle est très compliquée. Est-ce qu'il fallait augmenter le prix du carburant et du gasoil, sachant que le fret le plus important en Algérie, c'est le fret routier. Parce que nous, on n'a pas de fret ferroviaire ou le fret maritime. Le fret routier a été décidé par Rabh Betat, Allah yarhamou, quand il était ministre des Transports. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, elle a investi énormément
sur le fret routier, sur le court ou le long terme. Mais c'est là où vous touchez le citoyen finalement. Parce que c'est peut-être deux, ou je ne sais pas combien, cette augmentation quand même, elle est importante quand vous la multipliez par le nombre de jours, par le nombre d'heures, par le nombre de semaines et par le nombre de mois. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable pour eux finalement. Ce n'est pas rentable. Ils ne vont pas nous faire le cas de la Tunisie au temps de Bourguiba, quand il a augmenté 2 centimes ou 3 centimes sur la baguette de pain, les Tunisiens sont sortis. Mais les Tunisiens sont sortis, c'est pas parce qu'ils ont augmenté 2 centimes, c'est parce que comme le pain il est consommé de façon régulière, pour une famille qui a du mal à arrondir les fins du mois, quand même, c'est un budget assez conséquent. Moi, ce que je reproche, est-ce que cette augmentation, elle n'a pas été prévue dans le cadre du PLF? Moi, je n'ai pas vu. Alors, quand vous avez décidé de m'inviter, je voulais chercher. Mais il n'y avait pas cette augmentation. Cette augmentation a été décidée sur un coup de vent. Elle a été décidée de manière irréfléchie. Et maintenant, ils ont du mal à canaliser cette grogne sociale. Mais parce que la grogne sociale, à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre une chape de plomb quand il s'agit des problèmes sociaux dans le pays. Premièrement, nous dépendons entièrement du prix du baril. Après ce qui s'est passé au Venezuela, j'ai peur que l'offre elle sera abondante et que le baril du pétrole va descendre à $40 ou à 45. On ne sait pas ce qui va se passer. Les conséquences sont imprévisibles. Moi, je pense à mon pays, à l'Algérie. Je pense, quand vous dites c'est rien, une petite augmentation, le prix du carburant parmi le plus faible au monde. Mais faire une corrélation, une équivalence. Mais combien le salaire d'un citoyen algérien? Il est de combien? Il est entre 75, l'équivalent entre 75 et 80 euros. Parmi les plus bas du monde. Donc la corrélation ne peut pas, on ne peut pas justifier comme ça. On ne peut pas justifier de la sorte. Il fallait laisser un peu le temps. Même ce qui me choque, il n'y a pas de communication. On n'a pas de ministre de l'économie, mais monsieur le ministre des Finances. Je veux dire, est-ce qu'il y a une veille commerciale? Est-ce qu'il y a une veille sociale? Je veux dire, on ne peut pas se lancer comme ça, on augmente. Je rappelle Liaz Bailey, je vais donner la parole à Hassan Hirsch et je reviens à vous. Je rappelle que l'augmentation a été décrétée du jour. Vraiment, c'est pas une formule, hein, vraiment, du jour au lendemain. Ça veut dire les gens qui allaient à la pompe hier, le prix était de X. Le lendemain, quand il se présente à la même pompe, on lui a dit non, il y a une augmentation. Ça veut dire ça a été plus vite que le journal, quoi. Hassan Hirsch, sur ce sujet, comme l'a dit si bien Liaz Bailey, le régime est en train de dire que les gens sont en train de protester alors que c'est les prix à la pompe parmi les plus bas du monde, c'est vrai, mais ils n'ont pas précisé que le SMIC aussi est parmi les plus bas du monde, parmi les plus bas du monde dans le monde du tiers-monde. Et là, il y a aussi, parallèlement, en même temps, on se demande pourquoi d'ailleurs, il y a une réglementation sur les infractions routières qui sort, après la grande pagaille que nous avons connue pendant des décennies au pays où les gens conduisent comme ils veulent. Là, on leur sort une réglementation hyper sévère, qui va jusqu'à 7 ans de prison pour certaines infractions, qui va par exemple jusqu'à interdire le GPS. Eux, ils disent non, nous on a dit le téléphone portable. Oui, mais le téléphone portable, les gens s'en servent comme GPS. Ils n'achètent plus les GPS. Eux, ils vous disent, si on voit le téléphone sur le tableau de bord en train de fonctionner, tant d'infractions. Et des infractions absolument absurdes. Ils veulent du jour au lendemain rétablir. Est-ce qu'ils peuvent se permettre ce luxe de se conduire comme un État normal, dans une société normale, après avoir pratiqué une corruption de masse qui va partout, y compris cette façon de ne pas voir les infractions? Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'augmenter
le prix du carburant du jour au lendemain sous le prétexte qu'aujourd'hui la consommation domestique prend une large part de la production hydrocarbures, donc qui n'est plus exportée mais qui est consommée sur place. À votre avis, tout ça, Hassan Hirsch? C'est une question à plusieurs branches. Oui, oui, bien sûr. À plusieurs branches, donc ça nécessite effectivement beaucoup d'éléments de réponse. D'abord, une première observation. Avant ma première observation, je dis d'abord, je souscris à ce qui a été dit par Ilyes Jbaili, qui est, de mon point de vue, tout à fait clairvoyant par rapport à la situation. Donc, ma première observation, c'est qu'on assiste en fait à un phénomène qui s'est produit en France. C'est-à-dire que c'est à partir justement de l'augmentation, aussi minime soit-elle, de carburant, que le mouvement des Gilets jaunes est parti, avec toutes les conséquences politiques, géopolitiques, sociales, tous les domaines. Et on a vu d'ailleurs la chute de Macron, de son parti, de la droite, d'une façon générale. La chute dans les sondages. La chute, oui, dans les élections, dans les urnes. D'accord. On a vu par rapport notamment à l'Assemblée nationale, où les partis qui sont d'ailleurs au pouvoir de façon illégale par rapport à la tradition républicaine française, avaient perdu les élections. Macron a perdu les élections. Donc c'était, rappelons-le, ceux qui ont soutenu les Gilets jaunes, à savoir la gauche et les filles, Nouveau Front Populaire, qui ont gagné les élections. Même s'ils n'avaient pas la majorité absolue, ils avaient la majorité relative. Donc on voit bien que c'est un secteur extrêmement sensible, qui n'est pas propre à l'Algérie, parce qu'effectivement, les transports, ça vient d'être dit de façon indirecte par Ilyes, les transports déterminent pratiquement l'ensemble des, l'ensemble des agrégats économiques. Il détermine effectivement, et il l'a dit, le pouvoir d'achat. Il suffit ça veut dire que ça se répercute sur l'ensemble des autres... de l'activité économique. Parce que quel secteur qui n'utilise pas les transports? Et en plus, ça a été précisé par Ilyes encore une fois, d'autant plus que ces transports sont effectivement majoritairement routiers. Ou quasiment, c'est quasiment la totalité en ce qui concerne le transport interne à l'intérieur de l'Algérie. Donc, à l'étranger, effectivement, il y a le fluvial, le ferroviaire, le naval et l'aéronaval. L'aéronaval. Voilà. Donc, il y a déjà cette première observation. La deuxième observation, c'est qu'une telle situation, une telle flamme sociale ne se serait pas produite s'il n'y avait pas accumulation à la fois de frustration, de ressentiment, de sentiment d'injustice, de marginalisation, d'exclusion, d'échecs répétés, en tout genre, sans compter le chômage qui augmente, les salaires qui, même s'ils ont été augmentés là dernièrement, mais ça reste insignifiant. Je vous rappelle, M. Benchenouf, que le SMIC algérien était à 2400 dinars. Donc il est passé de 2200, je crois, ou 2000. Non, il est passé de 1800 dinars à 2400 dinars, excusez-moi. Et 2400 dinars, qu'est-ce que ça représente? C'est 70 euros. 70 euros. Donc imaginons un salaire de 70 euros. 2400 dinars, on ne peut payer ni un loyer, ni à remplir son panier de ménagère, ni se soigner, De bonheur, ni envoyer... quand il en a parlé, il a annoncé le prix de la baguette. Il s'est trompé dans le prix de la baguette. Il ne connaît pas le prix de la baguette. Il a dit baguette à 8 dinars. On l'avait regardé en face de lui, puis il y a quelqu'un certainement qui lui a dit ça, 10 dinars. Il a dit, où 10 dinars? Pour vous dire que le président, le chef de l'État, ne connaît pas le prix de la baguette. Ceci dit, je ne mettrai pas l'accent vraiment là-dessus, parce que, rappelez-vous, peut-être que vous n'étiez pas encore en France, moi j'étais là quand il y avait l'élection, enfin le débat
entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand. François Mitterrand avait posé la même question à Giscard d'Estaing sur le prix de la baguette et il n'a pas su répondre. Ben voilà. Donc quand on est coupé effectivement des réalités du pays, on aboutit à ce genre effectivement de gêne, de gêne politique. Mais là, je veux revenir sur notre sujet, à plusieurs branches, comme je disais. Il faut rajouter à ce qui a été dit par Lies et ce que j'ai essayé de développer, c'est que maintenant en Algérie, il n'y a plus de relais entre la population, entre le peuple algérien et les décideurs, et les institutions, et le pouvoir. Les partis politiques, qui sont des relais naturels, ils sont bâillonnés, exclus, marginalisés, on les empêche de travailler, de faire leurs congrès, de faire leurs réunions, de manifester, de s'exprimer, etc. Donc, les partis politiques, out. Les journalistes, M. Benchenouf, c'est vous le professionnel dans la branche et pas moi, les journalistes sont out. Plus de possibilités d'expression, plus de possibilités de faire des reportages, plus la possibilité de critiquer un certain nombre de mesures des pouvoirs publics, plus la possibilité d'être dans l'opposition à l'idéologie ambiante, officielle, etc. Et on peut se retrouver en prison parce qu'on a écrit un article. Souvenez-vous du journaliste qui avait parlé d'un petit phénomène de Taman Rasset. Je me souviens plus. Je me rappelle, oui. Voilà, donc il n'avait fait que relater un fait. Voilà, et puis dans un journal. Oui, ça nous crade, 7 ans de effectivement. prison. Absolument. Ouais. Donc c'est complètement lamentable. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les partis politiques, vous n'avez pas les journalistes, vous n'avez pas les syndicalistes, parce que eux aussi, quand ils s'expriment, on voit effectivement Lies Touati qui vient d'être évoqué, mais pas que. Oui. Et on voit aussi que ceux qui s'autocensurent. Oui. On voit aussi ceux qui ne peuvent pas agir en tant que syndicalistes. Ils ne peuvent pas, par exemple, appeler à une grève, ils ne peuvent pas faire des réunions publiques, ils ne peuvent pas organiser la classe ouvrière, la classe paysanne, ainsi de suite. Ajouter à cela, évidemment, les élites intellectuelles, qui sont aussi des relais, et qui, on l'a vu, même un universitaire de l'université de Gaïf Béjaïa, qui devait passer une thèse sur le mouvement culturel amazigh de 80 à aujourd'hui, on l'a empêché, on lui a interdit de présenter sa thèse. Sans compter les cafés littéraires, sans compter des éditeurs oui. Comme les éditions Coucou, interdits du SILA, oui. Ainsi de suite. Des écrivains qui sont obligés d'éditer à l'étranger, alors qu'on nous dit la main de l'étranger, etc. Mais on oblige les intellectuels algériens à éditer à l'extérieur. Donc tout cela, évidemment, tous ces facteurs, et malheureusement il y en a d'autres, que je ne cite pas, au niveau de la santé, au niveau des universités, au niveau des écoles, au niveau, etc. Les niveaux, les programmes, l'idéologie, plus la formation dans les écoles, les universités, qui fait la primauté de l'imam sur l'ingénieur, ainsi de suite. Et tout cela, évidemment, c'est une fragilité à la fois sociale, mais à la fois aussi du pouvoir. Parce que il ne faut pas croire que c'est toujours à sens unique. La fragilité de la société, évidemment, implique une fragilité aussi du pouvoir et vice-versa. Donc on est là, encore une fois, une accumulation de frustration et donc un climat, inflammable. Inflammable, on ne sait pas où ça pourrait me rajouter. Mon dernier mot avant que vous donniez la parole à Lies, rajouter, M. Benchenouf, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, on en a parlé vaguement à plusieurs reprises, c'est que à partir du moment où le pouvoir actuel, notamment incarné par le président Abdelmadjid Tebboune, souffre de légitimité des urnes, évidemment, il a des opposants, y compris à l'intérieur du système,
et qui doivent aussi fomenter un certain nombre de coups pour pouvoir fragiliser leur adversaire. N'oublions pas qu'à l'intérieur des prisons, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des ministres, il y a des walis, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des intellectuels, il y a des journalistes, etc. Ces gens-là ne sont pas dépourvus de réseau. Et donc, évidemment, toutes les questions peuvent être mises sur la table. Avant de donner la parole à Elias Beili, c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Comment ça se fait que de tels événements se produisent en même temps? Déjà, l'augmentation du carburant. Qui a eu cette mauvaise idée de décider maintenant? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Qui a décidé de lancer dans la mare ce gros pavé de réglementation des infractions routières? En même temps, qui a décidé de ceci et de cela, autant de mesures impopulaires, comme si quelqu'un, quelque part, cherchait à allumer le feu. Absolument. Et qui décide aussi du limogeage d'un nombre incalculable de gens, de hauts fonctionnaires, directeurs généraux de la Banque d'Algérie. Voilà, parce que ça aussi, évidemment, sans compter les décisions aussi concernant la distribution des devises, aussi bien pour les touristes que pour les opérateurs économiques. Et le rétropédalage. Oui. Ce rétropédalage et puis aussi la gestion de la monnaie. Des Algériens qui ne peuvent pas déposer leur cash dans les banques. Et il semble que maintenant, il y a eu un changement. Oui, mais n'empêche qu'il y a un choc. Oui. Il y a un choc, il y a donc un ressentiment qui est cultivé régulièrement dans ce pays. Alors, on vient de nous dire que l'Algérie vient de marquer un but contre le Congo. Waouh. Elias Beili est très content. Et Hassan aussi. Alors, Elias Beili, Hassan Hirsch nous dit quelque chose de très sensé, que les relais sociaux censés maintenir un peu le contact entre la société et le régime d'une façon, enfin disons l'État, d'une façon générale, font défaut en ce moment. Ils n'agissent que dans un seul sens, ça veut dire d'outils de propagande et de pression sur la population. Mais en ce moment, il semble que des relais sociaux soient en train de se mettre en place, qui sont des relais entre différents acteurs de la société. Ça veut dire de la société avec la société, pour coordonner, pour créer une sorte de synergie des protestations. Nous sommes en train de les voir tous les jours, en train de... Alors, l'autre question que je voulais vous poser un peu dans le tas, comme je l'ai fait avec Hassan, dans un même cadre, c'est que, vous savez, pendant la révolution algérienne, les trois syndicats qui ont vraiment été le fer de lance de la contestation sociale ont été les cheminots, le train, les dockers, et les gens généralement d'électricité et gaz d'Algérie avant, le GA. Comme on dit aujourd'hui, Sonelgaz. Eh bien, c'est comme si quelque part ce régime craignait que ces grands relais sociaux ne se réveillent. Il a fait procéder à l'arrestation de 10 cheminots. 10, dont celui parmi eux, j'ai oublié son nom, qui est le plus connu, le plus actif. Et dans le même temps, ils sont en train d'user, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la carotte et du bâton, puisque non seulement ils sont en train de menacer par toutes voies et moyens les grévistes, mais en plus, ils sont en train d'approcher les leaders pour essayer de les corrompre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur toutes ces choses qui sont en train de s'agiter sous la surface visible des choses? Moi, tout d'abord, vous savez, moi, j'essaie de faire une métaphore dans un match de football. Quand vous avez un avant-centre, si vous voulez priver de ballon votre avant-centre, vous sortez votre milieu de terrain. Si le milieu de terrain ne répond pas présent, c'est que même l'avant-centre, vous avez le plus grand avant-centre du monde, il peut pas vous faire gagner. C'est ça. La métaphore, pourquoi je dis cette métaphore? C'est parce que le régime, le pouvoir algérien, il y a une rupture qui est consommée entre la société et le régime.
il s'est coupé des syndicats, même s'il s'est coupé du syndicat vraiment, le syndicat des travailleurs, même le syndicat qui, de son côté, il veut les corrompre pour promouvoir ces réformes. Il n'apporte rien finalement, le régime. Je ne sais pas comment il réfléchit, comment il agit. Il devait voir ce qui s'est passé en France, c'est vrai. Elias, je vous annonce la bonne nouvelle, l'Algérie l'a remporté face au Congo. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Vous savez, moi, ça me rappelle. Mon père me disait que, vous savez, quand le Brésil, le Brésil, c'était mal. Ils jouaient le même match de football avec des actions de Garrincha, de Pelé. C'est-à-dire, c'est l'opium. C'est-à-dire, le ballon, ça donne de l'espoir. Ça donne même religieusement de l'espérance. C'est ça. Vous savez que au moins une estime de soi derrière cette équipe. Hassan, vous parlez, allez-y. Hassan, il ne vous a pas entendu. Au moins, ça donne à notre jeunesse une estime de soi en gagnant quelque chose. Le seul secteur où il gagne quelque chose. Oui, absolument. Oui, absolument. Oui, absolument. Fait notre pays, la société, elle a envie de s'identifier à cette équipe-là qui pour la faire rêver. Mais et on voudrait bien que le pouvoir algérien gagne de la même façon. Mais il faut qu'il gagne avec nous, pas sans nous. Et qu'il avec gagne le peuple algérien. Et qu'il gagne sur la création de richesses, sur la démocratie. Oui, c'est ça que je veux dire. dire. Pas seulement avec l'argent du pétrole. Non. Avec l'intelligence des Algériens. Voilà. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais vous laisser échanger l'un avec l'autre. S'il vous plaît. Par exemple, moi je vous jette je lance la balle. Comment faire pour coordonner les revendications sociales des Algériens, parce que c'est sur les revendications sociales que reposent les revendications politiques. Comment faire pour organiser tout ça, nous structurer, nous organiser, pouvoir parler d'une seule voix, mais de façon pacifique, de façon raisonnable, de façon qui tienne compte de tous les facteurs en présence, y compris la sécurité nationale, entre autres. Je vous laisse échanger sur ça. Hassan, d'abord. Je pense tout simplement que chacun d'entre nous, chaque Algérien, doit agir là où il est. Là où il est, avec ses possibilités. Ben, nous, en tant que commentateurs, eh bien, on le fait. Là, c'est un épisode de notre réaction. Mais on réagit aussi par ailleurs, on écrit, on parle, on essaie de faire passer un certain nombre d'idées, mais que les acteurs aussi sur le terrain, des Algériens lambda, des travailleurs, des cadres, des universitaires, des syndicalistes, des partis politiques, etc. Il faut reprendre en main une lutte pacifique, mais tous azimuts. Tous azimuts. Sauf que ce n'est pas le cas. Les universitaires, notamment, sont ils sont abonnés absents. Ils sont aphones. Oui. Là, par exemple, même par rapport à Tamazirt, là, on voit 0 dinar dans la loi de finances. 0 dinar. Oui. Donc, excite l'académie qui était pourtant décidée par le régime précédent. Donc, là, elle a été mise complètement à la poubelle. Excite l'enseignement dit généralisé, etc. Au contraire, il s'est amenuisé. Le département de Tamazirt à Tizi Ouzou compte moins d'étudiants parce qu'il n'y a pas eu de création de postes, il n'y a aucun moyen, aucune infrastructure. Ça a été divisé par 2, le nombre d'étudiants à l'université de Tizi Ouzou. Alors, c'est vous dire, plus ajouter à cela le brouillard actuel sur les élections à venir, oui, aussi bien municipales, wilayales que législatives, donc on ne sait pas trop. C'est pour ça que les partis politiques ne savent pas trop de quel pied danser. Donc, il faut profiter de tout ça pour... Oui, mais est-ce que le terrain est favorable pour ce à quoi vous appelez? Ça veut dire s'organiser, sortir du bois, s'engager dans des débats à partir du moment où il y a d'un côté une répression absolument incroyable, systémique plus que systématique, à partir du moment où la presse, qui est le principal vecteur de l'information, est complètement acquise au régime,
que c'est la voie de son maître. À partir du moment où les partis politiques confirment leur création par la police politique, puisqu'il n'y a que deux ou trois parmi eux qui parviennent un tout petit peu à s'exprimer. Il y a deux facteurs, M. Benchenouf, deux facteurs que nous ne pouvons pas négliger et que les pouvoirs publics ne doivent pas les négliger. Un, c'est la colère latente, parce qu'il y a trop de frustration, trop de marginalisation, trop d'injustice, trop de hogra. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la culture de l'Algérien n'est pas une culture de soumission. L'Algérien n'a pas connu de monarchie, n'a pas connu d'empereur, n'a pas connu de soumission à une oligarchie. L'Algérien a toujours été rebelle face au pouvoir central. Et cet inconscient collectif, cette culture collective feront que jamais l'Algérien ne se soumettra. C'est un point dont il faut connaître. L'Algérien, on ne peut pas le soumettre indéfiniment. Est-ce que ce n'est pas aller dans le sens du poil, Hassan? Non. Je vais vous donner des exemples. Regardez par exemple en Chine. En Chine, ils ont une culture millénaire de l'empereur. Oui. Ils ont une culture millénaire de se mettre à genoux, d'embrasser la main de l'empereur et de ses... Quelle que soit sa couleur idéologique. Chez nos voisins, à l'ouest comme à l'est, etc., il y a la même culture. En Europe, avec les rois, les différents... Aujourd'hui encore, il y a, même dans les pays qui ont fait la révolution comme la France, il y a beaucoup de royalistes. Il y a d'ailleurs... Dans l'attitude... C'est pas par hasard qu'on appelle Macron Jupiter. Ouais. C'est parce que, justement, il y a encore cette culture. Mais l'Algérien, non. L'Algérien n'accepte pas. Pourtant, ça fait 60 ans qu'il supporte oui, mais on a vu, régime. On a vu le Hirak, on a vu octobre 88, beaucoup, justement, de révoltes. Les printemps kabyles. Absolument, beaucoup. Et Aït Minglet nous a avertis. L'Algérien, il n'accepte pas ce qu'il a appelé c'est-à-dire la vie sous l'aile, quelle qu'elle soit, même si elle se déprotectrice. L'Algérien n'accepte pas ça. J'aimerais que vous me rappeliez ces paroles absolument incroyables de Mouloud Ma'amri. Quand la sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand je ne sais plus quoi, à la fin, oui, à la fin, voilà. C'est comme si on mettait bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel des dieux et dans le cœur des hommes le plus inextinguible incendie. Il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel des dieux et dans le cœur des hommes le plus inextinguible incendie. Magnifique. J'espère que les gens du régime vont le méditer. Lias Jbeili, sur ce que nous dit Hassan Hirsch, que les Algériens... Moi, je ne suis pas très d'accord avec lui, je dois le dire. Que les Algériens sont un peuple vraiment rebelle, qui n'acceptent pas la mainmise du despote sur leur avenir, sur leur destinée, qui ne l'accepteront jamais. Mais malheureusement, à part quelques flambées de dignité, je me permets ce mot, au cours depuis l'indépendance du pays, nous sommes inclinés devant des despotes l'un après l'autre. Nous avons même crié « Ji shab ma'aka flan ou bad ma'aka filtan » et le dernier en titrant le soutien, alors que celui d'après qu'on soutenait, on se met à l'insulter, de le traiter de Issaba. Je rappelle Bouteflika dont on embrassait le cadre. Non, c'est on qui embrasse. C'est pas le peuple algérien. Oui, mais après, aujourd'hui, c'est les mêmes le traitent de Issaba, de voleur, de tyran. Alors, d'abord, à votre avis, qu'est-ce qui empêche le peuple algérien de se libérer vraiment, de recouvrer sa souveraineté sur son propre destin
vraiment, de renvoyer l'armée aux casernes, de faire émerger de véritables institutions élues par le peuple, de faire en sorte que les élections, toutes les élections, soient vraiment sincères et qu'elles expriment la volonté du peuple. Comment arriver à cette situation idéale, j'allais dire? Oui, tout à fait. Moi, je vous rejoins, Jamaluddin. J'ai toujours dit que attention, nous n'avons pas le monopole de la révolution. Il y a d'autres révolutionnaires. Le Vietnam, il a fait l'une des plus belles révolutions au monde. La révolution algérienne de 54, elle s'est appuyée, au fait, sur, quand même, quelque part, sur celle de Dien Bien Phu. Parce que les militants, ils ont dit, si les Vietnamiens l'ont fait, contre le plus, à cette époque-là, c'était les deuxième ou quasiment troisième puissance au monde. La France, avec l'empire colonial, qui avait les plus grandes frontières maritimes au monde, la frontière caribéenne, toutes les frontières, le monde, elle était sous sa botte. C'est que les Vietnamiens, s'ils l'ont fait, c'est que nous sommes capables de le faire. Donc, il y avait une autre vision. On avait parce qu'à certains moments, on s'est dit que à bas la soumission, se soumettre, c'est fini. C'est une page qui doit être tournée avec une fierté. Mais après l'indépendance, je suis désolé, nous sommes tombés un petit peu. Le peuple est tombé. Je dis pas que le peuple il est devenu soumis, mais quand même le peuple a laissé passer beaucoup d'occasions. Peut-être qu'il a été trompé. Peut-être qu'il a été trompé, qu'il a cru en ces gens et qu'ils l'ont mené en bateau et qu'ils l'ont trompé et qu'ils l'ont manipulé et qu'ils l'ont subverti et quelque part aussi qu'ils l'ont corrompu avec son propre argent. Les problèmes de 88, c'était pas des revendications politiques, c'était des revendications sociales qui avaient abouti à une revendication, à une exigence politique. Le Hirak, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le Hirak, c'est pas une revendication sociale, c'est une revendication politique qui a drainé sur son chemin des revendications sociales, identitaires, linguistiques, sociales, ainsi de suite. Donc, le peuple, il est trompé, ou le peuple a du mal à se réveiller pour comprendre son destin. C'est ça, la question, elle est là. Donc, à un certain moment, en France aussi, la révolution de 1793, c'est pas parce que les Français étaient soumis au roi, c'est parce qu'ils avaient refusé de payer plus d'impôts que les autres. Et c'était le notable avocat qui poussait les paysans à revendiquer leurs droits. C'est une révolution fiscale, finalement, de 1793. Et celle de Bismarck aussi, c'est une révolution sociale. Une révolution sociale. Oui. Nous, je suis désolé, peut-être on a été trompé, mais moi, ce dont je garde une chose, parce qu'il faut garder l'espoir, c'est que le peuple, il est conscient du changement. Il est conscient du changement. Mais comment faire, que le changement doit se faire de façon pacifique. Mais Lies, comment faire? Est-ce qu'à travers les mouvements sociaux, comme ça s'est passé un peu partout dans le monde, est-ce qu'à travers les mouvements sociaux, ça veut dire les grèves, les alliances entre différents syndicats, la prise de conscience que nous avons un destin commun, est-ce qu'à travers les mouvements sociaux, nous pourrions déboucher sur une très large contestation politique? Absolument. Au fait, ça aurait été la revendication, comme le pouvoir algérien, l'histoire algérienne, veulent exploiter la plaine d'Amizour, au fait, de la rendre. Ils sont en train d'exproprier, ils ont proposé des indemnisations aux riverains, aux habitants, pour exploiter cette grande réserve et tout. Ça aurait été, pour moi en tout cas, une revendication sociale très coordonnée pour que ça aboutisse ne serait-ce que vers une petite revendication politique locale et après nationale. C'est-à-dire que pour moi, que toutes les régions devaient, oui, je dis devaient, sans langue de bois, devaient prendre position avec les habitants de la plaine d'Amizour pour dire non à l'exploitation de cette, de cette réserve finalement, parce qu'il y a la transition écologique, il faut pas aussi polluer les nappes, ainsi de suite.
Ça aurait pu être un déclencheur. Ça n'a pas été. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que l'augmentation de 3, 4 dinars, ou 20 dinars, ou 30 dinars, ou 50 dinars, les prix des carburants vont déclencher un mouvement social? Maintenant, c'est imprévisible. Tous les mouvements sociaux au monde, ont toujours abouti à une revendication politique, à une exigence politique et un changement politique de façon, pacifique. Un rapport de force. Merci, Elias Bailey. Vous avez le mot de la fin, Hassan Hirsch, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Je veux dire, c'est que la résistance, ce n'est pas que ce qui est visible. Ce n'est pas que les manifestations, ou la casse, ou les hiraks plus ou moins importants dans le temps. Mais il y a d'autres formes de résistance. Par exemple, ne serait-ce que le refus du travail. Pendant, par exemple, toute la colonisation, et c'était pareil dans le monde soviétique, à l'époque où il y avait la chape de plomb, le refus de faire l'effort dans les administrations, dans les entreprises, etc., un peu partout, eh bien, c'est une forme de résistance. Le fait de refuser de déposer son bulletin dans l'urne lors des élections, c'est une forme de résistance. Le fait de ne pas prêter allégeance, comme dans beaucoup d'autres pays, à la nomenclatura, quel que soit son rang, c'est une forme de résistance. Le fait de refuser la propagande officielle, c'est une forme de résistance. On peut multiplier des cas comme ça énormément. On voit par exemple aujourd'hui, il y a même des écoles parallèles qui veulent justement s'écarter de l'idéologie qu'on impose dans le carcan scolaire, etc. S'échapper de la propagande. Absolument. Moi, j'ai reçu là des élèves qui ont eu le bac parce qu'ils se sont réunis à 10 personnes, 10 familles, 15 familles, etc. Et ils ont recruté des professeurs clandestinement, ils ont formé leurs enfants, ils ont eu des notes brillantes et ils sont dans les universités françaises. Là, je suis un particulièrement en ce moment. Il vient d'avoir 20 sur 20 en mathématiques dans son cursus, totalement brillant, alors qu'il a eu son bac à partir de l'Algérie. Donc, c'est vous dire que, justement, tout ça, c'est des résistances. Les chanteurs qui n'acceptent pas, justement, d'applaudir, de chanter les louanges du pouvoir. Au contraire, quand on regarde la littérature chantée, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire là, il y a une opposition, la poésie, les romans, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de formes de résistance dans la société. C'est pour ça que, personnellement, je suis plutôt optimiste. Je sais que je peux compter sur les Algériens. Merci pour vous. Et je sais aussi que même au sein du pouvoir, je sais que je peux compter sur un certain nombre de hauts fonctionnaires, aussi bien civils que militaires, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui ne sont pas d'accord avec la répression, qui ne sont pas d'accord avec la marginalisation du peuple algérien. Merci pour votre bel optimisme et pour votre reconnaissance. J'adhère complètement à ce que vous venez de dire. Pour ces grands serviteurs de l'État, ils sont tous grands serviteurs de l'État, même si c'est un simple employé de la voirie, parce que c'est grâce à eux, quand on appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière, quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau, quand on prend l'avion, on arrive partout, malgré tous les problèmes, toute la bureaucratie. Quand vous allez à l'hôpital, vous vous faites soigner, recevoir, accompagner. Merci à eux, on ne les remerciera jamais assez. D'autant plus les instituteurs, les enfants. Ah oui, oui. On ne les remerciera jamais suffisamment, surtout qu'ils sont en train d'agir dans une médiocratie épaisse qui gèle toutes les belles initiatives. Merci à Elias Jbaili de nous avoir accompagnés, comme d'habitude, avec ce beau sourire. Merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention malgré le match. J'espère que vous avez eu l'occasion de nous suivre ne serait-ce qu'un petit peu ou de revoir cette émission que vous trouverez sur Facebook et sur YouTube. Bonne soirée à vous.
vois plus. Franchement, c'est toujours un plaisir. C'est partagé. Wallah. Moi, je suis admiratif devant tes prises de position. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.